À l'occasion des deux volets précédents, nous avons appris à télécharger un fichier distant et à le décompresser en local par le code VBA Access. Il en a résulté une base de données Access. Dans ce nouveau volet, et pour parachever la solution, nous souhaitons accéder aux enregistrements de tables de cette base externe pour les importer automatiquement dans la base de données en cours. Pour terminer le développement, nous devons nous appuyer sur la base de données hébergeant les travaux précédents. Et bien sûr, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite, depuis le volet de navigation, à double-cliquer sur le formulaire FRecup pour l'exécuter. Comme vous pouvez le voir, il est doté d'un sous-formulaire vierge pour l'instant. Il est censé restituer les données de la table Société. C'est précisément dans cette table que nous devons importer les enregistrements de la base de données téléchargée et décompressée. Comme vous pouvez le constater, elle est vide pour l'instant. À ce titre, si vous cliquez sur le bouton de téléchargement en haut du formulaire, eh bien constatez qu'en revenant dans le dossier de décompression, que vous obtenez donc le fichier compressé téléchargé et la base de données résultante après décompression. Elle se nomme base-distante.accdb. Aux deux procédures VBA existantes, nous devons en ajouter une troisième. Elle doit se charger d'accéder aux enregistrements de la base de données externe. Bien sûr, elle devra être appelée après le téléchargement et la décompression pour que la récupération des informations soit automatisée. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Access. Vous notez la présence de deux procédures VBA. Elles se nomment respectivement télécharger Mousse Up et décompresser. La première se lance au clic sur le bouton du formulaire. Elle se charge du téléchargement du fichier distant et appelle la seconde comme vous pouvez le voir. La seconde se charge de décompresser le fichier téléchargé. Sous la procédure décompresser, c'est-à-dire à la fin de la feuille de code, je vous propose maintenant de créer la troisième procédure que nous pouvons par exemple nommer récupérer et qui attend nécessairement un paramètre que nous allons nommer chemin fichier et que nous allons typer comme un texte, c'est-à-dire un string. Tout simplement parce que cette procédure a besoin de connaître le chemin d'accès complet au fichier décompressé pour pouvoir l'attaquer et piloter ses enregistrements afin de les importer dans la base de données en cours. Donc, à l'appel de cette procédure, nous devrons lui passer ce chemin. Ensuite, nous avons besoin de plusieurs variables pour réaliser cette importation de masse. Tout d'abord, des objets sont nécessaires pour piloter la base de données en cours, mais aussi la base externe et ses enregistrements. Nous avons aussi besoin d'une variable pour mémoriser la syntaxe SQL d'insertion des données. Et enfin, nous avons besoin de variables pour stocker les informations des champs de la table externe que nous allons parcourir. C'est pourquoi, entre les bornes de cette nouvelle procédure, je vous propose de débuter cette déclaration, mot-clé dim pour le dimensionnement, en commençant par une première variable, objet d'ailleurs, que je vous propose de nommer setBase, pour désigner la base de données active, donc nous la typons comme un objet database. De la même façon, nous avons besoin de piloter la base distante téléchargée récupérée en local, donc nous nommons ce nouvel objet base distante, et bien sûr, nous le typons aussi comme un database. Puisque nous avons besoin de piloter les enregistrements de cette base externe, eh bien, nous déclarons un objet que nous nommons ENR pour enregistrement et que nous typons comme un record set, c'est-à-dire un objet permettant de piloter les enregistrements d'une base, d'une table ou d'une base. Ensuite, il nous faut, et nous l'avons annoncé, pouvoir mémoriser la syntaxe SQL de la requête d'ajout, donc nous déclarons une variable requête comme un texte asString. Puis nous avons besoin de 5 variables pour pouvoir stocker les informations des 5 champs de la table, comme par exemple le nom, car il s'agit d'une table des activités de sortie. Il y a le nom de cette activité, donc nous déclarons la première, nous la nommons nom comme un string,
Et puis, nous allons faire de même pour les suivantes. Il y a l'activité ACT as string. Le département, eh bien, ma foi, nous pouvons nommer cette variable dep pour département. La ville, donc nous pouvons ici utiliser l'intitulé ville. Et enfin, il y a le code postal. Nous allons faire simple, une petite contraction, CP, là encore comme un string. Bien qu'il ne s'agisse que de chiffres, nous ne ferons jamais d'opération sur ces codes postaux, donc nous pouvons stocker cette information sous forme de texte. Maintenant que ces variables sont déclarées, il est question de procéder à l'initialisation de certaines. Nous devons pointer sur les deux bases de données, mais aussi sur les enregistrements de la seconde. Avant cela, je vous propose de retravailler le chemin d'accès au fichier de la base de données, car le chemin qui existe déjà dans la procédure de téléchargement est celui qui pointe sur l'archive compressée. Donc nous avons simplement, puisque les noms sont identiques, besoin de remplacer l'extension zip par l'extension accdb d'une base de données. Donc nous exploitons la fonction replace sur cette variable passée en paramètre, chemin fichier, de manière à pouvoir remplacer cette extension .zip que nous mentionnons entre guillemets par l'extension .accdb que nous mentionnons entre guillemets elle aussi. Dès lors, nous pouvons procéder à l'initialisation de nos variables objets pour pointer sur les bases de données notamment, donc initialisation mot-clé 7, en commençant par notre objet base distante, grâce à la fonction VBA Access qui se nomme Open Database. Alors, database, je vais essayer de ne pas me tromper quand même dans la syntaxe de ces fonctions, dans l'écriture, les noms. Et donc, nous allons pouvoir lui demander d'ouvrir une base de données en fonction du chemin d'accès qui lui est passé en paramètre. Maintenant, c'est le bon, puisque après décompression, ici, nous avons remplacé l'extension zip par accdb. C'est ainsi que, eh bien, cette base hérite de propriétés et méthodes permettant de piloter cette base externe. Et c'est pourquoi nous pouvons dans l'enchaînement initialiser notre variable objet ENR pour piloter les enregistrements de cette base distante qui, comme vous le voyez, offre bien des propriétés et méthodes, dont la méthode OpenRecordSet pour ouvrir les enregistrements, oui mais de quoi, d'une requête, d'une table. En l'occurrence, il s'agit d'une table qui se nomme, eh bien, là aussi, société, dans les deux bases, celle en cours et celle qui est distante. Elles ont la même structure avec les mêmes noms de champs. Puis nous pouvons initialiser notre objet setBase sur la base de données en cours grâce à la fonction VBAccess currentDB. C'est ainsi que maintenant notre objet setBase hérite des propriétés et méthodes pour piloter eh bien, les enregistrements entre autres de cette base de données. C'est une boucle do à exercer sur l'objet ENR qui est maintenant nécessaire pour parcourir un à un tous les enregistrements de la base de données externe. Pour cela, et dans un premier temps, nous devons placer le pointeur de lecture sur le premier enregistrement de la table société. Je vous rappelle que c'est notre objet ENR qui pilote cette table société externe. Et c'est sa méthode moveFirst qui permet ce positionnement. Ensuite, nous pouvons initialiser notre boucle do qui doit parcourir tous les enregistrements jusqu'au dernier, do loop while not, tant que eh bien, nous n'avons pas atteint le dernier enregistrement. Et pour cela, notre objet ENR a hérité d'une propriété qui se nomme EOF, comprenez end of file, ou plutôt eh bien, le dernier enregistrement. N'oublions pas qu'à chaque passage, pour ne pas faire du surplace, nous devons nécessairement, après traitement, donc avant de boucler, déplacer le pointeur de lecture sur l'enregistrement suivant pour pouvoir les analyser tous les uns après les autres, donc grâce à la méthode moveNext de l'objet ENR. Les champs de la table société, que ce soit pour la base en cours ou pour la base de données externe, nous l'avons dit, portent les mêmes noms. Société nom, société activite, d'ailleurs nous pourrons le constater, en ouvrant cette table, comme vous voyez, société nom, société activite, alors là c'est pas société dep mais département, ville, et puis CP. Donc je vais me permettre maintenant de fermer cette table pour revenir dans l'éditeur VBA Access.
Ces deux tables ont donc logiquement la même structure. Et c'est la propriété fields de l'objet ENR qui permet de les atteindre. Il est question de récolter ces informations de champ de cette table de base de données externe, dans les variables prévues à cet effet, en commençant par la variable nom. ENR, donc, avec la propriété fields, qui par défaut représente la collection des champs de la table sur laquelle nous pointons. Mais comme en paramètre, nous allons lui préciser le nom du champ à partir duquel nous souhaitons récupérer la valeur, en l'occurrence ici société nom, eh bien nous allons pointer sur lui précisément, propriété value, pour récupérer son contenu. Ici, je vais me permettre, puisque nous avons 5 informations à récupérer, de faire des copier-coller, pour adapter tout d'abord les noms des variables dans lesquelles nous souhaitons réceptionner ces informations, ACT, DEP, ville, et enfin il y a CP sur lequel nous devrons faire un petit traitement un peu particulier, je vous expliquerai pourquoi. Donc, dans le deuxième, eh bien, il est question de récupérer l'information du champ qui se nomme société activite, sans accent, c'est ainsi, c'est normalisé, société département, département, société ville pour le quatrième, et enfin société ville pour le cinquième. Et nous le disions ici, nous avons besoin de réaliser un traitement particulier sur ce dernier, pour la bonne et simple raison qu'il existe des, pour des enregistrements, ce champ peut porter une valeur nulle. Une valeur nulle n'est pas une valeur vide. Cela signifie que à aucun moment une information n'a déjà été insérée pour cet enregistrement dans ce champ. Et pour ne pas risquer de faire planter le programme, nous devons tester si cette valeur portée pour l'enregistrement en cours d'analyse est vide ou non. Donc nous pointons effectivement sur le champ en question, grâce à la collection fields, sur ce champ qui se nomme société, alors non pas activite, mais CP, dans cette fonction isNull pour savoir si effectivement cette valeur est nulle ou si elle est renseignée, point value pour accéder à son contenu. Si le test est concluant, donc si la valeur était effectivement nulle, dans ces conditions, nous allons forcer l'inscription d'une chaîne vide dans la variable pour pouvoir l'insérer. Le cas échéant, c'est-à-dire lorsque ce champ ne porte pas une valeur vide pour l'enregistrement en cours, nous réceptionnons bien sa valeur dans la variable CP. À chaque fois donc que les données de champ ont été récoltées, elles doivent être insérées dans la table de la base de données en cours pour pouvoir porter l'analyse sur l'enregistrement suivant grâce à cette boucle double. Pour cela, nous devons construire une classique syntaxe SQL d'insertion à la suite des précédentes lignes, donc ici en l'occurrence après le bloc de l'instruction conditionnelle, syntaxe à stocker dans la variable prévue à cet effet, la variable requête. Donc la clause insert into pour la requête d'insertion sur la table société, je vous rappelle qu'elle porte les mêmes noms. Ensuite, selon la syntaxe, eh bien, nous devons énumérer les noms des champs à renseigner. Il y a tout d'abord société nom. Alors ici, je vais me permettre, alors je me trompe, je vais me permettre de réaliser des copier-coller dans un premier temps pour pouvoir ensuite adapter les noms de ces champs. Société activite, société nom dans un premier temps, activite, société département, et puis il y a société ville, et enfin société CP, puisque nous avons pris soin, si un problème de valeur nulle se présentait, de corriger la variable de réception. Je relis mes noms de champs pour m'assurer que je ne me suis pas trompé, car une simple différence de lettres ferait avorter la syntaxe SQL. Cela va de soi, société ville, société CP. Nous venons d'énumérer les noms des champs dans lesquels nous souhaitons insérer les valeurs. Maintenant, après la clause values, nous devons énumérer les valeurs dynamiques que nous souhaitons y insérer respectivement, donc dans le même ordre. Comme il ne s'agit que de valeurs de données textuelles, elles doivent être encadrées de cotes. Mais nous sommes déjà entre double cotes pour construire cette syntaxe. Nous devons donc alterner des simples cotes, touche 4 du clavier, avec des doubles cotes, de manière à fermer temporairement cette syntaxe pour pouvoir concaténer avec une information dynamique, pour insérer le nom dans le champ société nom, concaténation. Ensuite, eh bien, nous ajoutons une cote après la double cote, virgule selon la syntaxe, pour passer à l'autre valeur dynamique, simple cote, double cote, pour pouvoir y insérer l'information du champ ACT, que nous concaténons toujours avec une
cote fermante, virgule pour passer au champ suivant, cote double cote. Là, nous y insérons l'information sur le département, simple cote, virgule, simple cote, double cote. C'est maintenant l'information dynamique sur la ville qui est attendue, que nous encadrons comme toujours entre simple cote. Et enfin, nous devons y intégrer l'information sur le code postal potentiellement corrigé. Nous venons d'énumérer donc, dans l'ordre, toutes les informations dynamiques à insérer dans les champs de la table société que nous avions énumérés dans le même ordre, selon la syntaxe de ces requêtes SQL d'insertion. Maintenant que cette syntaxe existe, nous devons simplement l'exécuter, et pour cela, notre objet setBase qui désigne la base de données en cours propose la méthode execute pour exécuter une requête. Oui, faut-il encore lui préciser laquelle, par son nom de variable, requête que nous lui passons en paramètre. Elle va récupérer les enregistrements de la table externe pour pouvoir les insérer dans la table de la base de données en cours. Comme il est de coutume, à l'issue du traitement, nous devons fermer et détruire les objets qui ne sont plus utilisés. C'est ainsi que nous libérerons la mémoire de l'ordinateur. Donc, à l'issue du traitement, disais-je, soit après la boucle do, nous allons tout d'abord exploiter la méthode close pour notre objet ENR, la méthode close pour notre objet base distante et la méthode close pour notre objet setBase dans un premier temps. Puis, nous devons, pour chacun d'entre eux, détruire ces objets en les réinitialisant mot-clé set à nothing, ce qui aura pour effet de les sortir de la mémoire. Donc, il s'agit des objets base distante, ENR, bien sûr, en premier, et puis setBase pour la base de données en cours. Nous n'en avons pas tout à fait terminé. Souvenez-vous, le sous-formulaire est lié à la table société de la base de données en cours. Pour qu'il restitue les informations importées à l'issue du processus, sa vue doit être rafraîchie. Une méthode simple et transparente pour l'utilisateur consiste à fermer et rouvrir le formulaire. Donc, après avoir procédé à la destruction des objets, je vous propose d'exploiter le précieux objet VBA-Access d'OCMD avec sa méthode close pour fermer un objet particulier, vous voyez qu'ils sont listés ici, à ces formes pour lui indiquer que nous souhaitons fermer un formulaire, et en deuxième paramètre virgule, nous allons lui indiquer quel est le nom du formulaire à fermer. Le formulaire parent se nomme frecup. Dans l'enchaînement, nous allons procéder à sa réouverture, grâce cette fois à sa méthode openForm pour ouvrir un formulaire, et là, de nouveau, nous lui passons en paramètre le nom de ce formulaire. Tant qu'à faire, je vais respecter la case, puisque, entre guillemets, elle ne sera pas corrigée par l'éditeur. Enfin, et ne l'oublions pas, ce code VBA doit être appelé au clic sur le bouton du formulaire après le téléchargement et la décompression du fichier distant. Nous devons donc revenir dans notre procédure télécharger MouseUp. Ici, nous procédons au téléchargement du fichier, puis à sa décompression en appelant effectivement la procédure décompressée que nous avons développée dans le volet précédent. Dans l'enchaînement, nous devons récupérer les enregistrements de cette base décompressée en appelant notre procédure récupérée et en lui passant le chemin d'accès à l'archive sur lequel, souvenez-vous, nous allons remplacer l'extension .zip par l'extension accdb, car l'archive et le fichier qu'il contient ont le même nom. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur le formulaire Access. Pour tester le code, nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton de téléchargement en haut du formulaire. Alors je m'aperçois que celui-ci n'est pas tout à fait rafraîchi. Pourtant, l'importation des données a bien eu lieu, donc il y a peut-être eu un petit conflit dans le code que je n'avais pas décelé au moment de l'exécution, ou plutôt du développement de ce sujet. Vous voyez que nous avons toujours le même souci, alors qu'à cela ne tienne. Normalement, si vous voulez, nous sommes dans l'enchaînement du développement, et c'est la raison pour laquelle, potentiellement, ces méthodes ne se sont pas déclenchées. Si vous souhaitez, vous constatez, en tout cas, que après téléchargement et décompression du fichier distant, nous sommes effectivement parvenus à récolter tous les enregistrements de cette base de données dans la base en cours. Il s'agirait, dans ces conditions-là, pour éviter
tout conflit, eh bien de préférer la méthode Requery à appliquer sur le sous-formulaire pour s'assurer que les enregistrements sont parfaitement actualisés, ou plutôt la vue est parfaitement réactualisée à l'issue du processus. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.